Puis il nous a dit 6 mois. 6 mois, vous allez faire faillite. C'est ça qu'il a dit. Tu sais, je me rappelle, on a eu la conversation avec mon père, puis il avait dit, tu sais, t'as fait ça pour qui? La compagnie. Puis comme j'ai fait ça pour vous. Ouais, c'est ça. Il a dit, bon, parfait, mais si on fait faillite, ben ça sera notre problème, tu sais. Bonjour tout le monde à cet nouvel épisode de Tout le monde a toujours raison avec mes co-animateurs Jean-Pierre Vaillancourt et Luc-Étienne Gagnon. On a comme invité spécial une personne que j'apprécie énormément, M. Angelo Rubino, vice-président, copropriétaire de Les Souliers Rubino, donc, et aussi animateur du podcast Un Espresso avec Angelo, aussi un des fondateurs de la Fondation Grain d'Espoir, qui ont eux aussi leur podcast, donc... Et aussi animateur d'un TikTok assez percutant et qui fonctionne bien. Fait que je dis ça parce que c'est un gars qui a énormément d'enthousiasme et qui est super intéressant. Et allez le voir, allez le découvrir. Même après ça, là, écoutez tout le podcast avec nous autres, mais après ça, allez le découvrir. Il est vraiment génial. Et aujourd'hui, en fait, Angelo, ce que je veux parler, c'est je veux parler de l'homme, je veux parler un petit peu du parcours, je veux parler de l'entreprise, puis mes co-animateurs vont sûrement avoir plein de questions intéressantes pour toi. Ben, premièrement, merci de l'invitation. Puis, Ghislain, j'adore tes chaussures. Ben, merci. J'ai un ami qui a des magasins de chaussures, puis il m'a dit « Hey, va dans une de mes boutiques, tu vas voir ça. » Puis finalement, j'en ai fait 3. T'as-tu un bon service? J'ai adoré ça. Bon, fait on vous invite à aller visiter un de nos magasins. On a 30 magasins à travers le Québec. Fait que tu vois, product placement. Oui, la plug moi, est... je représente le besoin, puis lui représente le produit, c'est génial. Écoute, on va s'occuper de toi. Depuis notre voyage en Italie, là, je vous vois partout. Ces billboards, les magasins, tu sais, partout. Peut-être donner un peu de contexte. Angelo. Un peu de contexte à nos... Oui, ça, j'ai connu Angelo au mois d'octobre. On était en Italie, en Toscane, avec un regroupement d'entrepreneurs Avego. Angelo était notre président d'honneur. Donc, ça a été un plaisir de le côtoyer pendant une semaine entouré de belles personnes. Presque 10 jours de pur bonheur en Toscane, Italie. On a visité plein de villes intéressantes, puis on a créé des beaux liens d'amitié, d'entrepreneurs ensemble. Puis Angelo faisait vraiment partie. Non seulement il était président d'honneur, mais tu voyais que on était tous de la même race de monde. Les entrepreneurs, c'est souvent ça. On a passé vraiment un super beau moment. C'est sûrement un de mes beaux moments de 2022. No joke. Je ne m'attendais pas à ça, en tout cas. Quand on m'a invité comme ça, je me suis dit, bon, quel genre de personnes... Ça a commencé à l'aéroport, comme tu disais. Ils veulent m'entendre. Oui, qui veulent m'entendre. Avec le charisme que tu as, il n'y a pas de problème à te faire entendre. Mais en plus, c'est ça. Fait que, je voulais te dire, tu parlais de Rubino et product placement. Je dois dire que je vais être un de tes bons ambassadeurs parce que les 3 magasins que j'ai faits, j'ai adoré le service. Puis ce qui était le fun, c'est que les employés t'apprécies toi personnellement beaucoup aussi. Tu sais, c'était comme, oui, je connais Angelo. Ah, tu connais Angelo? Il est tellement fin, Angelo. C'est un bon boss, Angelo. Puis, tu sais, fait que c'était le fun aussi, ça, cette dynamique-là, de voir que l'esprit familial règne là-dedans. Fait combien je t'ai payé pour dire ça? Au moins... Non, mais sans joke, ça me touche que tu me dis ça parce que c'est quelque chose sur lequel, tu peux dire que tu es une entreprise familiale, on a une culture d'entreprise, mais tu sais que les gens le vivent puis que c'est ça dans les faits. Comme c'est ultra important pour moi, puis on est en train de faire un processus en ce moment, on est en train de réorganiser un petit peu nos opérations, puis on est en train de faire une formation de EOS. Je ne sais pas si vous êtes familier avec c'est quoi, puis... Bien, même si on l'est, peut-être que notre histoire ne l'est pas, là, mais... Mais c'est un système, là, Enterprise Organization, c'est de mettre de l'organisation, have the right people in the right seats, accountability charts, c'est des chartes d'imputabilité. Et on est là-dedans, puis on a refait notre vision, notre mission, puis on a réalisé c'était quoi notre raison d'être. Puis l'entreprise, elle évolue. Ça fait 35 ans qu'on est en affaires. Fait qu'à un moment donné, c'est normal de se rasseoir et de dire, bon, mais c'est quoi notre objectif, c'est quoi notre mission? Puis que tu me dis ça, c'est ultra important parce que c'est ça notre vision. C'est que les gens aillent dans nos magasins et ils disent « Ah, c'était facile, c'était simple, le service c'était convivial, je me suis senti comme à la maison, les gens étaient friendly. » Nous, c'est ça qu'on veut. Il n'y a pas de vente à pression, il n'y aura jamais de commission. Il y a pas... Si tu rentres dans notre magasin et tu es juste là pour magasiner puis te promener, puis
On ne te regarde pas bizarrement. On voulait que ça soit super friendly, la facilité. Mon frère il dit tout le temps « keep it simple ». On n'essaie pas de faire des promotions compliquées. On essaie de garder ça le plus simple possible pour que les gens ils soient le plus bien possible. Fait que tu me dis ça, c'est important. Mais en tout cas, tu vends très bien votre idéal. C'est clair que tu l'as à cœur. Puis, mais après, on pourrait avoir un idéal, puis dans les faits, ça pourrait être d'autres choses. Oui, parce que il faut que ça soit embrace, faut que ça soit mis de l'avant aussi de la part des employés. Parce que tu peux avoir les meilleures intentions du monde en tant qu'entreprise. Si le staff en dessous ne suit pas, les employés vont pas de l'avant avec ces mêmes valeurs-là, ben ça se concrétise pas. Qu'est-ce qui se démarque le plus entre le petit gars qui allait travailler chez son père dans la boutique qui faisait de l'importation de souliers et le gars, disons, je dirais l'ado qui s'en vient adulte, qui lui, avec son frère, voit, tu sais, comme le futur s'ouvrir. Parce que tout est arrivé, en fait, en plein milieu de, justement, l'effervescence des réseaux sociaux, tout ce qui se passait. Moi, j'étais comme au début de la ligne. Toi, tu étais en plein dedans. Tu sais, comment ça s'est fait, cette transition-là, dans ta tête? Pas tant en tant qu'employé ou fils de, mais dans ta tête, comment tu voyais ça quand tu voyais l'entreprise de ton père? Est-ce que toi et ton père, vous aviez déjà une vision de dire « Hey, on pourrait amener ça là ». Ben moi, depuis que je suis jeune, j'étais impliqué dans l'entreprise familiale. Fait que je l'ai vu, l'évolution. Puis je me rappelle, j'étais allé à l'Université de Montréal en droit, puis j'ai un frère jumeau. Fait qu'on étudiait souvent ensemble. Puis tous les deux en droit, pour le dire. Les deux, on était en droit, puis lui était meilleur que moi à l'école, je dois le dire. Académiquement, là, il était très, très fort, toujours dans les tops de son groupe. Fait que moi, je me calais sur lui pour étudier, puis je dois vous dire, des fois, il a fait mes travaux parce que moi, là, Puis j'étudiais avec lui. À un moment donné, tu sais, veux pas, tu as des discussions. Je me rappelle d'avoir des discussions constamment sur... Parce que nous, notre objectif, c'est d'avoir notre bac en droit, puis après ça, de retourner dans l'entreprise familiale. Ça a toujours été clair. Ouais. Puis on voyait qu'est-ce qui se passait. Puis ça a été des années tough, là, 2008-2009. Je me souviens que c'était pas les meilleures années de Rubino. Puis on avait des discussions sur c'est quoi la vision, c'est quoi la direction qu'on devrait prendre. Puis pour nous, c'était clair qu'il fallait complètement changer le branding, le logo, le décor de nos magasins. Puis on en parlait avec mon frère, même avec les produits qu'on offrait. On voyait qu'il y avait un shift, que les gens ils voulaient des chaussures de marque. Les gens n'avaient plus rien à foutre de la culture des chaussures faites en Italie en cuir. Il y a eu une grosse tendance dans les années 80-90. Les gens payaient 200-300 $ pour une paire de chaussures en cuir, puis ils gardaient ça. Ils payaient des bottes 400-500 $. Dans les années 80, là, le chiffre était différent. Là. Les gens ils voulaient une paire à 50, 60, 70 $. On avait on avait écrit ça sur papier. Là. Les gens ils veulent des magic price points. C'était des prix. Fait qu'on savait qu'il y avait un shift. Puis quand on en parlait avec mon père, lui, c'est sûr que dans sa tête, il était... Lui, il était bien où est-ce qu'il était. Oui, il était bien où est-ce qu'il était. Lui, il aimait ça faire sa petite affaire. Les brands, là, pour ouvrir des marques comme ça, il y avait un travail à faire aussi. Il fallait que tu changes la direction de tes magasins pour même qu'ils ouvrent ton compte. Parce qu'ils ne nous calculaient même pas. Puis les premiers qu'on a approchés, c'était un brand, je ne sais pas si je devrais le dire. Bien, c'est cette marque de chaussures-là, athlétique. Ils nous ont dit, genre, on ne va jamais être dans vos magasins. On dirait des piqueries. C'est ça qu'ils ont dit. Wow. Fait que nous, on a dit, ah ouais? Fait qu'on a commencé à travailler encore plus fort. Puis on a rénové les magasins, on a changé le branding. Puis tranquillement, pas vite, on a eu Converse. Converse, c'était Nike. Fait que Nike a ouvert notre compte. C'est-tu eux les premiers que vous avez rentrés? Le premier brand majeur, là, c'était Converse. Ils sont revenus parce qu'ils ont déjà été dans nos magasins là, il y a longtemps. Là, ils sont revenus, puis c'était vraiment hot. Là. Nike, ils ont ouvert parce que Converse appartient à Nike. Là, quand Nike est rentré, Adidas, ils ont ouvert notre compte. Puis ils sont tous tombés un après l'autre. Ça a fait boule de neige, là, parce que là, une fois que... OK, mais les autres, s'ils sont là... Il doit avoir un business case. Mais en fait, les brands athlétiques, ils vont même pas ouvrir ton compte. On va dire, toi, tu ouvres une boutique de linge, puis tu veux avoir Adidas. Puis là, tu appelles Adidas, tu dis, moi, j'aimerais ça avoir des superstars puis des gazelles parce que je vends des habits pour hommes. Ils vont dire, t'es qui? Non, OK, c'est quoi les autres brands que tu vends? Là, tu vas dire, j'en ai pas, je veux vendre des Adidas. Puis ils vont dire, OK, merci, on va vous rappeler. Puis, ils vont jamais te rappeler. Ça, c'est la réalité de ces marques-là. C'est comme une fois que tu en as un, là, les autres, ils veulent être dans tes magasins. Fait que nous, on a fait le shift. On est arrivé avec nos projections. Tu sais, comme Converse, les premières personnes on leur a amené là, notre vision board. Là, ça, c'est qu'est-ce qui va avoir là, le nouveau magasin, la version 2.0, le nouveau logo. On veut arriver à 35 magasins avant 2018. On avait fait tout un plan. Puis il a dit, moi, je ne crois pas dans le brand, je crois dans vous autres.
les jeunes, je sais que vous allez être capable de d'amener l'amener à un autre niveau. Ouais. Fait que, tu sais, quand lui nous a ouvert, il nous a donné une grosse opportunité. Je n'oublierai jamais que Ça, c'est vers quelle année, ça? Vraiment, 2010, on a commencé à ouvrir les VAP. Puis, tu sais, notre idée aussi, c'était de faire des investissements immobiliers, d'acheter un terrain, de faire un petit développement. Déjà là? Oui, c'était clair pour nous qu'on ne voulait plus payer des loyers. Puis, tu sais, notre modèle d'affaires, ça a toujours été être un low-cost operator. Donc, être dans des centres d'achat qui n'étaient pas les centres principaux où est-ce que tu payes des loyers de fou. Puis, finalement, tu changes $1 pour 3,25 sous parce que quand tu payes 150 $ le pied carré, c'est très difficile d'être rentable. Oui, surtout qu'après un certain montant de revenus dans le magasin, tu dois donner un pourcentage de tes bénéfices aux centres d'achat en plus. Là. Absolument. Ça devient, Nous, on se disait, lourd. Le calcul était facile. Tu construis une bâtisse, tu mets 1 million, 1,2 million, tu as ta bâtisse, tu es une destination. Ah oui, c'est logique. Puis dans 10 ans, la bâtisse, ça va être payée. Ouais. Tu l'as amorti avec tes loyers. Pour nous, c'était même pas comme un... C'était juste logique qu'il fallait faire ça. Puis on a commencé en région. Puis le shift entre l'entreprise paternelle à l'entreprise familiale, parce que, bon, ton père est resté quand même actif pendant un bon bout de temps, même pendant que vous aviez pris ça en charge. Tu as ta sœur, ta mère, toute la famille est là-dedans. Toute la famille est impliquée. Ce shift-là des jeunes fils étudiants à OK, là, on embarque pour le c'est ça l'histoire, c'est quand on est rentré dans l'entreprise familiale, à un moment donné, on est arrivé avec cette vision-là de il faut rénover les magasins, il faut changer le logo. Là, mon père, il a dit c'est une dépense inutile. Les gens, ils connaissent ton brand, tu veux changer juste pour changer, ça ne l'amènera pas plus de ventes. Puis on était déjà dans des situations comme difficiles. Lui, il ne voyait pas comme c'était un bon investissement. Puis il nous a dit 6 mois, vous allez faire faillite. C'est ça qu'il a dit. Puis, je me rappelle, on a eu la conversation avec mon père, puis il avait dit, tu as fait ça pour qui? La compagnie. Puis comme j'ai fait ça pour vous. Ouais, il a dit, bon, parfait, mais si on fait faillite, ben ça sera notre problème, tu sais. Ouais. Puis il était comme, allez-y, tu sais. Mais lui, il ne voyait pas le potentiel, je pense, de faire un chiffre. Puis tu sais, quand tu vends des brands, des marques, tes marges sont beaucoup plus petites. Avec Nike, tu ne fais même pas 50 % de marge. Tu es dans du 48 % de marge. Fait que quand tu vends une chaussure à 30 % de rabais, il n'en reste pas beaucoup, là. Fait qu'il faut que tu sois très tight. Puis les importations, c'était différent. Tu fais des meilleures marges sur l'importation. Parce que tu es exclusif. Majorité du temps. Tu vends le prix que tu veux en réalité. Il n'y a pas de comparable. Ta marque maison, à la limite, puis les gens ne peuvent pas le comparer avec autre chose. Oui, un soulier fait à la main. Ça, c'est qu'est-ce que mon père il disait. Mais dans la réalité, les gens, là, ils savent, ils ne sont pas stupides, ils voient la valeur. Puis tu sais, tu veux vendre quelque chose à 200$ qui n'a pas un brand, tu as des chaussures Nike pour hommes à 88 $. Fait que, tu sais, où la valeur ajoutée quand tu peux en acheter une à 50-60 $, pas de marque, cheap. Quand tu dis j'achète un brand, je paye 20-30 $ de plus, les gens ils vont payer le 20-30 $ de plus les yeux fermés. Fait que nous, on a misé là-dessus. Faut que tu fasses, en fait, comme dans ce type d'entreprise-là, il faut que tu fasses un choix versus, OK, est-ce que je veux aller vers un développement majeur ou je veux rester niché puis avoir juste, tu sais, on dit, quelqu'un qui vend des Rolls-Royce, il n'en vend pas 18 dans la journée, là, on est d'accord, right? Puis il est très niché, puis il n'y aura pas 18 concessionnaires, puis il n'y aura pas d'expansion. Il va rester avec ses Rolls-Royce dans son quartier avec ses clients de base. C'est ça le chiffre que vous avez fait, en fait, c'est de dire, OK, si on reste, ben, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais on ne peut pas être entre les deux. Là. On va faire un choix. Ou on essayé de continuer à faire un peu d'importation. Puis à un moment donné, si tu n'es pas concentré puis focusé là-dessus, il y a tout un développement, il y a une recherche à faire, il y avait des voyages, on allait visiter des usines. On a carrément mis ça de côté pour se concentrer. Puis nous, on est pur et dur des détaillants. On n'est pas dans l'importation, on a zéro marque privée, on n'est pas dans la fabrication, on n'est pas dans le développement, on n'est pas dans le design de chaussures. On va laisser des gens qui investissent des centaines de millions de dollars se soucier de ça, puis nous, on va juste détailler. C'est pur et dur, c'est là-dessus qu'on se spécialise depuis 35 ans. C'est du détail. Service à la clientèle. Service à la clientèle pur et dur. Fait que c'était ça l'objectif. C'est comme Amazon. Eux autres, leur spécialité, c'était de livrer le plus vite possible. Mais tu sais, on s'entend qu'ils ne produisent pas rien ou qu'ils n'ont pas de leur marque. Peut-être maintenant, ils ont des marques maison, mais je veux dire, ils prennent ton produit puis ils le shippent rapidement. C'était toute la logistique qui venait avec ça. Je pense que nous, au courant des années, c'est ça qu'on a développé un bon réseau. On est dans des régions, on sait où est-ce qu'on doit mettre nos magasins, comment, tu sais, l'emplacement du magasin, le décor, la facilité. Nous, il fallait que ça soit comme simple. Il fallait que les gens puissent se servir eux-mêmes. Comme ça, si tu ne veux pas être servi, tu peux aller prendre ta boîte, tu peux l'essayer, ça ne fait pas. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de vendeur. Les boutiques là, comme très
niche, très haut de gamme. Très haut de gamme, où est-ce que tu dois avoir un vendeur, puis là, tu te sens un petit peu mal, là, il va chercher 2-3 paires pour toi, là, tu te sens que tu as comme une certaine petite pression de devoir acheter. Ouais. Parce que, il y a un jeu aussi d'ego. Ouais, moi, j'ai déjà été ça. victime de ça, là. Tu vas dans un magasin, la belle fille qui te sert, tu lui dis, c'est beau, moi l'acheter, m'en prendre 2, parce que tu te sens comme un peu obligé. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de game, nous. On essaie d'être très authentique. What you see is what you get. On essaie d'offrir de la valeur. Mais comme tu dis, le fait que vous avez déjà des marques, qui ont déjà une réputation, il y a aussi très souvent les gens qui vont aller chez vous acheter, ils ont déjà une notion de ce qu'ils veulent avant de rentrer dans la boutique. J'imagine que ça va être le cas. Nous, c'est sûr et certain qu'on sait ce qu'est notre clientèle cible. C'est vraiment 25-35, souvent une mère qui a 1 ou 2 enfants, puis c'est la facilité. On a un département d'enfants qui roule vraiment bien. Fait que c'est la facilité de, il annonce de la neige, je vais rentrer là-bas, je sais que je vais pouvoir trouver des bottes de plusieurs marques. Ouais, c'est ça. Avoir des prix qui sont justes, puis en même temps, elle peut chausser elle-même, puis c'est simple. Je rentre, je me stationne en avant de la porte, boom, I'm in and out. C'était toujours ça notre souci, de rendre ça le plus simple possible. Le plus facile possible. J'ai une question maintenant que la transition est faite puis que vous avez prouvé que vous avez quand même été dans la bonne direction. Comment c'est perçu, exemple, avec votre père, la notion de l'héritage, de patrimoine, à quel point la vision a changé, comment il se sent à travers tout ça? Il a l'impression que vous avez changé un peu trop ou assez? Je pense que les résultats ils parlent par eux-mêmes. Mais des fois, lui, le feeling. Je pense qu'il est très fier. Il a l'air fier, en tout cas, pour l'avoir rencontré. Oui, je pense qu'il est très fier. Au-delà de ses rêves les plus fous, je pense pas qu'il s'était dit un jour on va arriver là. Nous, même dans nos rêves les plus fous, d'arriver à ce volume-là, aujourd'hui. Tu es rendu à combien de boutiques, là? On a une trentaine de magasins brick and mortar. OK. Puis on a un magasin en ligne, dans le fond. Puis on est en train de regarder pour faire une acquisition aussi. Fait que, on pourrait facilement doubler nos ventes dans les prochaines années. C'est assez exceptionnel, surtout avec la conjoncture qu'on a connue, avec la pandémie qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Nous, ça a été des années de croissance. Fait qu'on a fait, je pense, un pas pire travail. On était capable de se repositionner. Vous avez été, parce que vous êtes jeune, parce que vous avez connu la croissance numérique, vous avez été capable aussi d'aller développer ce niveau-là. D'ailleurs, tu es très fort, toi, personnellement, au niveau de... J'aime ça créer du contenu, tu sais. Puis c'était quelque chose... Mon père, c'est quoi sa vision? Lui, c'est un gars old school. Mm-hmm. C'est un gars traditionnel. Quand Facebook est parti, 2008-2009, moi, je me crée un compte là-dessus, puis là, je vois que c'était comme des gens universitaires. J'étais à l'Université de Montréal. Puis, je me disais, oh shit, il y a une opportunité malade. Puis, j'étais comme, il faut créer une page. Au départ, c'était des genres de groupes. Ouais. Là, après ça, c'est devenu des business pages. Puis, moi, j'étais comme, il va avoir un potentiel énorme. Puis, mon père, puis je te dirais même mon frère, il était comme, qui va acheter des chaussures sur Facebook? Même mon père, sur lui, sa vision, c'est qui va acheter des chaussures par Internet? Il faut que tu le files, il faut que tu y touches, il faut que tu l'essayes. Il ne pourrait pas avoir plus tort. Mais c'était ça sa vision, right? Lui, il appliquait ce qu'il connaissait. Fait que, moi, je crée une page à un moment donné pour Rubino, puis it's a waste of time. C'est correct, occupe-toi-en. C'est une perte de temps. Aujourd'hui, on a, genre, juste à notre bureau chef, il y a 4-5 personnes que c'est tout ce qu'ils font. Créer du contenu, faire des photos, publier des choses. Parce que c'est super important, right? Je suis convaincu que c'est ça qui a fait qu'on a été capable de bâtir une bonne communauté. C'est ça qui a fait connaître notre brand. La synergie familiale là, dans ça, comme tu disais, ton frère, parce que ton frère et toi, vous vous aimez d'amour, mais vous êtes vraiment aux antipodes l'un de l'autre. Fait que la synergie là-dedans, dans les premières années où est-ce que vous avez repris l'entreprise en main, comment ça a été ce bout-là? C'est quoi les défis que vous avez eus? Quand mon père il a décidé, parce qu'il nous a donné quand même, on va dire, une période de probation, puis quand il a décidé de céder les rênes, lui, du départ, mon frère, il n'est jamais parti de l'entreprise. Quand il a fini ses études, il est allé directement travailler chez Rubino à temps plein. Moi, j'ai fait un stage en droit, puis ensuite, ils m'ont offert une job. Fait que j'ai décidé de prendre la job, puis j'ai travaillé 2 ans en cabinet. Fait que quand je suis revenu en 2011, il y avait déjà un mouvement. Il y avait déjà un mouvement, puis mon frère n'était jamais parti. Puis, tu sais, il avait déjà fait un pas pire travail. Il était déjà en bonne position. Fait que moi, j'étais arrivé, puis on a racheté un partenaire qu'on a eu pendant quelques années seulement, qui était dans l'importation de chaussures, puis il y avait aussi des brands. Longue histoire courte. On m'a appelé à un moment donné, on m'a dit « T'as combien à la banque? Ça nous prend une traite. » Quoi? Ça prend une traite bancaire, là, on a besoin du cash, on rachète. Il y avait une close shotgun. Puis là, je suis comme « OK. » Mais je suis comme « Va faire la traite. »
Mais ça, c'est mes conditions. Puis je veux revenir, puis je veux m'occuper de ci, ça. OK. C'est comme ça que je suis revenu. Puis je me rappelle d'aller à la banque. À cette époque-là, j'avais un compte à la Banque de Montréal. Puis j'étais allé à la banque, il y avait la directrice. J'ai dit, ça me prend une traite bancaire. Elle dit, quel montant? Vide le compte. Au complet. Là, comme, is there something wrong? Là, je suis comme, non. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, comme, is everything okay? Je suis comme, everything's great. Puis j'étais allé en haut. Je travaillais au 5e étage dans une tour. J'ai pris un banker box, puis j'ai rempli mes choses. Puis je suis parti. Ah, du bureau? Ouais. Tu travaillais? Pile poil de même. Comme c'était un bon moment, puis je suis revenu en entreprise. 2011-2012, après ça, on a ouvert 8 magasins en 1 an. C'est là qu'on a commencé l'expansion parce qu'il y avait notre partenaire qui nous retenait un peu. Eux autres, ils n'avaient pas la même vision. Puis là, on a commencé à appliquer vraiment à fond. Fait que, tu sais, après ces années-là, on est arrivé en 2013. C'était une année record. Puis au niveau de la profitabilité, ça n'avait jamais été aussi rentable. Fait que là, mon père, il a été obligé d'admettre que Ça marche. ça marche bien. Puis il a fait comme une lettre. Puis il nous a dit, tu sais, je vous cède. Tu sais, c'était un petit peu. C'était théâtral quasiment. C'était comme. Puis je me rappelle que lui. Passation officielle. Ouais, c'était comme une passation. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier, tu as le leadership team, tu as les dirigeants, puis après ça, tu as les actionnaires, tu as les propriétaires. Mon père, c'est toujours un propriétaire de l'entreprise. Ben oui. Il y a toujours une genre de. Tu sais, je ne dirais pas un droit de veto, mais il voit toujours qu'est-ce qui se passe. Il est toujours impliqué d'une façon ou d'une autre, mais pas dans les opérations quotidiennes. Ça, il n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe, sauf qu'il va voir les résultats. À la fin, c'est les résultats qui comptent. Oui, il est devenu un actionnaire, en fait. Exactement. Ouais. Puis il s'occupe plutôt de notre holding. On a un petit peu d'immobilier, puis lui, il s'occupe plus de ça. Mais dans la compagnie, en ce moment, c'est ça. Puis lui, à ce moment-là, il a décidé, Girardeau, il va être président, toi, tu vas être vice-président. Moi, j'étais super content puis confortable d'être numéro 2. À la fin de la journée, je sentais qu'il y avait moins de pression. J'étais confortable dans cette place-là, puis mon frère, ça lui revenait. Il a fait le travail. Je te dirais que c'est lui qui travaille le plus fort dans la compagnie. Moi, je suis le gars créatif. Je suis plus comme visionnaire. Mon frère, c'est vraiment l'intégrateur. C'est lui le gars de chiffre. C'est lui le gars, tu sais, c'est le gars qui travaille dans l'ombre. C'est le gars qui tu sais, s'assure que ça fait du sens puis ça marche. C'est lui qui est tête au niveau des finances. Moi, là, si ça serait de moi, je pars toujours avec 10 idées. Par semaine, il y en a une de bonne. Puis des fois... Mais en fait, c'est peut-être pas qu'il y en a juste une de bonne, mais c'est peut-être que tu ne peux pas faire les 10 en même temps non plus. Non, mais c'est ça. Des fois, c'est juste pas sont toutes faisable. bonnes, mais il faut que tu en choisisses. Je te dirais qu'elles ne sont pas toujours toutes bonnes, mais c'est ça la synergie. Fait que ouais, on s'aime d'amour, ouais. Mais en même mais temps, ça paraît. Là, je vous ai vu interagir. Dans ton podcast, tu l'as reçu. You give each other your props. Nous, la famille, pour moi, il n'y a rien de plus important que la famille. Puis quand j'ai eu des problèmes, puis je ne sais pas si on va en parler plus tard, à un moment donné, j'ai eu des problèmes avec la dépendance. Les seuls qui ont été là, c'était... On peut en parler là, si tu veux. Ben, c'est ça. On a eu des succès. Arrive 2013. Ensuite, on s'est lancé dans une division de restauration. Ça a été très, très bien, très lucratif pour nous. On a toujours fait de l'argent avec ça. Restaurant, OK. Fait que ça a été super bien. Puis à un moment donné, ben, ça te monte un peu à la tête. Quand tu es jeune, puis tu as du succès, puis tu penses que tout ce que tu touches devient de l'or. Puis que tu es dans un nightlife déjà, la restauration. J'étais déjà pas mal dans un nightlife. J'aimais ça sortir. Ma famille me voyait toujours comme un gars de party. Tu sais, mon frère, c'est un gars réservé, qui n'aime pas trop ça sortir, qui a toujours été avec des blondes, il a toujours été sérieux. Ouais. Ça fait, je pense, 16 ans qu'il est avec sa blonde. J'espère que je ne me trompe pas. Puis, tu sais... Tant que c'est pas la tienne, c'est pas grave si tu te trompes. Non, moi, ça a été un désastre, mes relations. J'ai jamais eu une relation plus que 2 ans, 3 ans. Là, c'est ma plus longue relation à vie. Puis, presque 5 ans de rétablissement. Ça tombe bien. Puis, ça fait plus que 4 ans que j'étais avec ma copine. On a un garçon ensemble. Fait que, tu sais, les affaires vont super bien. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Fait que, tu sais, mon frère, c'était le gars plus stable, sérieux. C'est lui qui s'occupait vraiment... Son rôle dans l'entreprise était vraiment important. Moi, c'était différent. Je développais des affaires. Fait que j'étais toujours parti. J'étais toujours le sur la route. networker aussi. Là, je fais beaucoup du networking. Mon frère, ça l'intéresse pas. Des entrevues, ça l'intéresse pas. Participer à un podcast comme ça, très bon, hein? ça l'intéresserait pas. Mais il est très bon. Ça a été un miracle s'il est venu sur mon podcast, mon balado, Un Espresso avec Angelo. Ça a été l'épisode 10. Girardeau Rubino. Ça a été une révélation. Parce qu'il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'il soit aussi drôle, volubile. On pensait que ça allait être comme... Mais non, il s'est prêté au jeu, puis il est vraiment bon. Non, il est excellent. Là, il pourrait être devant le micro quand il veut. Il est fort, mais lui, je pense que c'est pas sa passion. Puis, c'est ça. Des fois, il fait des jokes en disant « Toi, tu danses sur le stage que j'ai construit, puis s'il entend ça, il va trouver ça drôle. » Mais ça a été un gros travail d'équipe en famille. Puis en bout de ligne,
un va pas sans l'autre. Je pense que dans Vous complétez. on se complète quand même bien. C'est vraiment le yin puis le yang. Puis le reste de la famille, comme ta sœur, elle, quel type de caractère que c'est? Premièrement, elle est 5 ans plus jeune. Fait qu'elle est arrivée un peu plus tard. Elle a étudié en marketing. Fait que quand elle est arrivée, elle s'est occupée beaucoup de ça. C'est bon. Puis en ce moment, elle est maman de 2. Elle a eu 2 enfants back-à-back. Félicitations. Puis son mari qui a lancé comme, tu sais, ses fruiteries et tout ça, dans lesquelles on a investi dans 1 ou 2. Puis là, elle s'implique beaucoup avec lui. On va en parler de ça aussi. Elle s'implique beaucoup avec François Carl. Puis, tu sais, François Carl, c'est un survivant du cancer, mon beau-frère. Fait que, tu sais, un gars exceptionnel. Dernièrement? Non, lui, il a eu le cancer quand il était un enfant. OK. Mais tu sais, ils disent que quand tu as un cancer comme enfant, tu as 8 Il fois peut plus toujours de chances revenir. d'avoir un cancer dans ta vie de jeune adulte de 18 à 34. Fait que lui, il est encore jeune. Là, il est plus jeune que nous. Il a comme 6 ans de moins que... Je pense qu'il vient d'avoir 30 ans, François. Fait que, tu sais, là, elle est impliquée un petit peu avec lui, mais elle est surtout maman à temps plein, which is great, puis elle est toujours actionnaire de Rubino. Dans l'opération quotidienne maintenant de Rubino, elle n'est pas vraiment impliquée. Puis moi, mon travail, honnêtement, c'est plus comme un rôle de visionnaire, d'ambassadeur, je fais des balados, tu l'as dit tantôt, je fais des podcasts qui n'ont rien à voir avec Rubino, mais tu sais, je suis toujours sur le payroll de Rubino. Parce que mon frère est vraiment dans les opérations quotidiennes. Rubino, c'est quand même un commanditaire où il est toujours en background. Puis, on le sait que Rubino est en arrière. Moi, je parlais de moi en ce moment. Je suis ici. Là, je fais un balado ici dans des beaux studios. Je suis dans les heures de travail. Là, je suis payé par Rubino pour venir ici vous jaser. Fait que, ça, c'est quand même assez exceptionnel. Fait que, je remercie la vie à tous les jours parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Non, c'est vrai. Fait que c'est ça la force de l'entreprise familiale. En même temps, qu'ils reconnaissent tes qualités, puis qu'ils te laissent aller justement dans cette voie-là. Non? Je sais pas s'il y avait vraiment le choix à un moment donné, mais ils sont pas mal plus heureux maintenant si on regarde il y a 5 ans, de la direction que je suis en train de prendre. Mais ouais. Mais revenons-en, là, tu disais restauration, tu étais sur le party. On a-tu assez de temps parce que ça va prendre beaucoup de temps? mais juste que tu sais que c'est quand même une partie importante dans ton cheminement d'homme d'affaires que tu as eu un obstacle majeur dans ta vie, puis que tu l'as surmonté, puis sans passer la demi-heure là-dessus, au moins parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant ces 2-3 ans-là d'intense. Premièrement, moi, je crois beaucoup à l'authenticité. Fait que, tu sais, les gens qui vont juste te montrer les bons côtés puis les bonnes choses. Moi, j'aime ça parler aussi du côté l'envers de la médaille. Fait que je n'ai parlé ouvertement. Le côté sombre de la lune. Ouais, c'est ça. Mais moi, tu sais que c'est pour ça que j'ai lancé Tout le monde a toujours raison. C'est le principe de base derrière mon podcast, c'est de dire OK, il y a beaucoup de flafla, il y a beaucoup de monde qui parle de tout ce qui va bien, mais OK, ça va bien. Mais comment tu t'es rendu à ça va bien? Il y a tout un cheminement avant de te rendre à ça va bien, ça. Puis en même temps, si ça allait tout le temps bien, la vie ne serait pas aussi excitante. Ben non, on n'apprendrait rien, premièrement. Il y a des hauts et des bas. Non, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ma famille a réalisé que ça dépassait le party. C'était rendu comme un quotidien. Puis moi, ça n'a pas été juste l'alcool. J'étais dans des substances fortes. Je pense qu'on peut le dire. Non, mais c'est correct. Moi, on peut pas juste le dire, en tout cas. Puis disons que j'étais quand même productif. J'ai pas... mais c'était rendu assez excessif. Puis j'ai eu le droit à demander une intervention familiale. Puis là, j'ai décidé d'arrêter de consommer, mais ça n'a pas duré. Puis on m'a accompagné en thérapie. Puis je connaissais pas ça, les thérapies. Je pensais que c'était pour des gens qui avaient tout perdu. Des gens... je pensais pas que j'étais rendu là. Je pensais pas que j'étais un dépendant. Ouais. Je pensais que j'avais des problèmes. Puis, mais je me voyais pas comme un... quand tu dis un alcoolique, je me voyais pas à ce niveau-là. Puis j'ai fait une première thérapie aux Maisons Pélado dans les Laurentides, à Val-David, place magnifique qui m'a fait réaliser des choses. Puis quand je suis sorti de thérapie, j'ai réussi à garder un certain temps, ça a bien été. Puis à un moment donné, je suis retombé. Puis je pense qu'avec un petit peu la honte, je suis retombé encore plus loin. Puis là, ça a été comme un 6 mois vraiment d'enfer, jusqu'à temps que moi, j'ai décidé d'être honnête. Mais pas envers les autres, envers moi-même. Puis d'admettre que j'avais un problème. Puis je me rappelle ce matin-là, 1er avril 2018, c'est moi qui ai appelé. J'avais pas dormi, là. C'était comme 2 jours. Fait que ça, souvent, c'est typique, là, quand tu frappes le bas-fond, comme on dit. Mais je pense qu'il faut, hein. Je pense que c'est nécessaire. Oui, le bas-fond spirituel, genre tomber à genoux puis dire, genre, si tu fais quelque chose pour moi, là, je suis plus capable. C'est pas moi, là. La personne dans le miroir, c'est pas moi.
Amène-moi ailleurs. Je ne m'aimais plus, honnêtement, là, je n'aimais plus la direction. Tu sais, à ce moment-là, j'ai une fille. J'ai encore une fille, mais tu sais, je suis pas présent, la vie que je vis, ça allait vraiment pas bien. Fait que j'ai décidé d'être honnête. J'ai appelé en maison de thérapie. Ils m'ont dit, genre, on va te rappeler. Je suis comme, non, il faut que je rentre aujourd'hui, sinon je rentre pas. OK. J'ai été admis en thérapie, puis là, j'ai appelé mon frère. J'ai dit toutes les vraies choses. Parce qu'en même temps, tu pars en thérapie, c'est thérapie fermée, 21 jours, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de contact avec personne. Fait que il fallait qu'il soit au courant. Là, je ne l'ai pas dit au reste de ma famille. Je suis rentré en thérapie, puis depuis ce temps-là, ça fait 4 ans et demi que je n'ai pas consommé. OK. Puis je continue à m'impliquer. Puis c'est pour ça qu'on a lancé un balado sur le rétablissement, entre autres, qui s'appelle Grain d'espoir, oui. Puis qui aussi, vous avez attaché à ça un café, un grain, right? En fait, c'est vraiment drôle comment ça s'est passé, mais moi, je vais dans des réunions, tu sais, style réunion anonyme, là. Ouais. Puis là, j'ai rencontré une personnalité qui était quand même connue, Marie-Pierre Morin, puis... qui était dans le circle. Elle allait à la réunion, comme n'importe quel autre dépendant qui veut se rétablir. Puis là, à un moment donné, elle m'a comme pointé, elle dit « Hey, toi! » Puis j'avais un chandail Mr. Puffs, parce qu'on est propriétaire de franchise Mr. Puffs. Puis j'avais mon chandail Mr. Puff, là, elle fait « Hey, toi, Mr. Puff! » Là, je suis comme « Ouais. » Puis là, on a commencé à se parler comme ça. Puis elle a trouvé que j'avais de la gueule, je parlais, puis j'avais l'air d'avoir une certaine assurance. Prestance. Fait que là, on s'est rencontrés, on a commencé à discuter, puis rapidement, on s'est dit, on pourrait faire quelque chose de gros ensemble. Si on met ensemble nos forces puis nos communautés, on pourrait faire quelque chose. Ouais. Puis à ce moment-là, on a décidé de commencer à trouver une façon de lever des fonds pour des gens qui souffrent de la dépendance. Aujourd'hui, une thérapie là, de 21 jours, là, c'est entre 4 500 à 5 500 $. Fait que si tu travailles dans une entreprise et tu as la chance d'avoir un PAE, un programme d'aide aux employés, là, tu peux rentrer en thérapie. Ou si tu es riche, mais la personne moyenne qui a tout perdu à cause de la dépendance, il n'y a pas les fonds pour aller en thérapie. Pour aller s'en sortir. C'est un cercle vicieux. Honnêtement, là, n'importe qui devrait faire une thérapie. C'est merveilleux. Pendant 21 jours, là, j'ai appris à me connaître. C'est pas parce que je parlais de ça rapidement tantôt, mais quand je suis rentré en thérapie, moi, j'étais comme. Je pensais être désintox, t'es dans ton lit, puis j'avais pas besoin de ça. Mais finalement, j'étais allé là-bas, puis il y a des ateliers, tu apprends à te connaître, il y a des ateliers sur les comportements, sur plein de choses. Je me suis amélioré les 2 fois que j'étais allé là-bas, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme, fuck, tout le monde devrait faire une thérapie. Fait que même si tu as un problème ou pas, il y a différentes sortes de thérapies. Ouais. Mais j'étais allé là-bas, puis j'étais comme, et c'est dommage qu'il y ait des gens qui aimeraient ça aller là-bas, puis ils n'ont pas les moyens. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de lever des fonds. Puis là, on s'était dit, ça serait le fun si on pourrait avoir comme un produit qu'on met de l'avant, tu sais, pour aller chercher des fonds. Puis on a eu plein d'idées. Puis moi, j'avais un podcast qui s'appelle Un Espresso avec Angelo. Fait que j'avais invité sur mon podcast une entreprise familiale. Excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais l'Espresso avec Angelo, c'était avant Grain d'espoir? Okay. Oui, j'ai parti mon podcast durant la pandémie parce que je voulais comme, tu sais, je me cherchais comme des hobbies. Puis là, j'étais en rétablissement. Moi, là, j'avais pas vraiment de passion. Ouais. Là, je me dis, c'est le party. J'aime ça connecter avec les gens. Ce serait le fun de faire. Mais une fois que le party arrête, là, tu fais quoi? C'est ça. Ça prend du temps là, dans ta journée de faire le party. Là. Ouais. Mais là, tu as plein de temps libre. Fait que je me suis dit, fuck, ça serait le fun. Fait que j'ai lancé mon balado. OK. Je savais que lui était avant. J'avais invité Anne-Sophie Brossard de Café Brossard parce que c'est une entreprise familiale. Ouais. Puis, tu sais, la vie fait bien les choses, mais eux, ils connaissaient déjà la cause de la dépendance. Ils étaient déjà impliqués. Puis j'avais été en thérapie avec quelqu'un de la famille. OK. Brossard. Puis, tu sais, la vie fait fucking les choses bizarrement. Puis moi, j'étais allé au secondaire avec Anne-Sophie, puis au cégep avec elle. Elle était agressive? Oui, exactement. Fait que je la connaissais personnellement. Là, je l'avais invitée sur mon podcast pour parler d'entreprise familiale. Puis à un moment donné, dans le podcast, elle a dit qu'eux autres, ils font beaucoup de private label. Puis là, elle me nomme des gens off-cam. Puis je suis comme, mais non, c'est vous qui faites le café pour un café italien connu, là. OK. Elle est comme, ben oui. Puis je suis comme, ben tabarouette. OK. Puis là, je suis comme, tu pourrais-tu me faire un café pour moi? Elle est comme, ben oui. Puis là, elle me parle de toutes les options. Là, je suis comme, oh my God. Là, j'appelle, c'était l'agent de Marie-Pierre. Je suis comme, j'ai une idée. Si on pourrait vendre du café, tu sais. Quand on passe sur l'établissement, tu rentres dans une salle de meeting, il y a du café. Viens prendre un café, on va jaser. Ça pourrait être du café, puis on pourrait l'avoir pas cher pour la cause. Là, je suis parti en voyage, puis j'ai laissé à l'équipe de Rubino, je leur ai dit, comme, essayez de penser à un branding qui pourrait être fort. Puis c'est un des gars qui travaille avec moi, Carl, qui a pensé à grain pour beans, tu sais, comme coffee greens, grain d'espoir. Fait que ça me revient pas du tout à moi l'idée du brand. Puis là, on a envoyé tous les assets à Café Brossard. Ils ont imprimé le sac, ils ont imprimé les labels avec le texte. Puis on a envoyé ça à l'équipe de Marie-Pierre. Ils ont dit,
Chris, c'est une machine, finalement. J'avais déjà une grosse machine en moi qui travaille. Puis quelques jours après, on a lancé le balado. Elle est venue sur le balado Un Espresso avec Angelo. OK. C'était comme le retour de Marie-Pierre Morin. L'épisode, il y a eu comme 50 000 visionnements. Ça a été repris par tous les médias. Ouais. Puis là, on avait des demandes d'entrevue à toutes les heures. Puis on avait dit, on ne fera pas d'entrevue. Le projet, il parle par lui-même. Puis là, il y a eu une journaliste de LCN qui s'appelle Julie Marcoux. Elle m'a contacté puis elle a dit, tu sais, moi, je ne veux pas parler de Marie-Pierre Morin. Elle dit, je veux parler du projet, c'est super important ce que vous faites. Ouais. Puis là, elle m'a dit, je suis une cliente de Rubino, je vais au plateau Mont-Royal, à votre magasin, sur Papineau. C'est vrai que c'est une cliente, là. Là, je dis, bon, OK, c'est correct, je vais donner l'entrevue, mais j'avais dit à Marie-Pierre, on ne donnera pas d'entrevue. Là, comme, qu'est-ce que tu fais? Tu as dit, tu ne donnes pas d'entrevue. Là, je m'en vais ces ondes, puis ils disent, tu sais, les journalistes, là, ils peuvent te mettre dans un coin, puis là, ils vont te faire dire des choses. Puis Julie Marcoux, je la salue, on a parlé juste du projet, puis j'ai parlé du café qu'on venait de lancer. On avait fait la photo, il était disponible sur notre site, rubinochoose.com/espoir. Là, je dis ça. Cette journée-là, on a vendu 1500 sacs de café à 20$ en une journée parce que ça a été sur LCN. Puis, tu sais, quand le projet, vu qu'elle est rentrée sur le balado, là, tu sais, ça passait dans les médias. Marie-Pierre Morin est allée sur un balado, un espresso avec Angelo, je sais pas c'est qui. Là, les gens, ils savaient pas. C'était au 98.5. Paul Arcand, c'est passé partout. Fait que ça a amené beaucoup de visibilité sur le balado. Si je peux dire, honnêtement, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ton podcast ou autre, allez le voir. Si vous connaissez du monde qui sont dans la dépendance, allez le voir parce que tu parles de Grain d'Espoir. Pas de Grain d'Espoir, mais en fait, le premier épisode avec Marie-Pierre, ce que la suite a découlé, là, allez le voir, partagez-le parce que c'est une mine d'or d'informations, puis c'est une belle porte d'entrée. Avec Jean-Claude aussi, qui était intervenant, qui était sur le podcast. Il y a beaucoup de valeur. J'ai oublié Jean-Claude, il ne faudrait pas que je l'oublie, mais ouais, c'était fucked up parce que moi, quand j'étais en thérapie, un des intervenants, c'était Jean-Claude Télémac, le monsieur qui est sur le podcast. Puis quand on a dit, on va lancer un balado, Marie-Pierre a dit, on va faire 10 épisodes. C'était ça l'objectif, puis on va lancer le brand de café. Ça va aider à promouvoir le café. Puis ultimement, c'était juste pour lever des fonds. Il n'y a personne qui a été payé là-dedans. Okay. Puis on s'en allait faire l'épisode, juste moi et elle. Puis là, j'ai dit, hey, ça serait cool qu'on ait quelqu'un qui ait un petit peu de crédibilité par rapport à la toxicomanie. Tu sais, quelqu'un qui vient du milieu. C'est ça, parce qu'elle, elle avait même pas 2 ans ou 1 an d'abstinence. Moi, j'en avais 2, 3. Tu sais, on voulait pas arriver et parler d'un sujet, puis les gens ils disaient, qu'est-ce que t'en sais, toi? Comme... Fait qu'on a amené Jean-Claude qui avait 30 ans de rétablissement, qui a travaillé dans le domaine. Aussi, qui travaille, c'est ça. Qui travaille à tous les jours en toxicomanie. Là. Il aide des dépendants à tous les jours. Puis il était intervenant à la Maison Pelado quand moi, j'étais allé en thérapie. Fait qu'on s'est connus en thérapie. Fait que moi, je l'ai approché. Puis là, j'appelle Jean-Claude. Je dis, Jean-Claude, j'ai un projet. C'était avec Marie-Pierre Morin. Je dis, on va lancer un podcast. Puis j'aimerais ça que tu sois co-animateur avec nous. Puis là, il m'a dit, ah ouais, c'est quoi un podcast? On est parti de là. OK. Là, je dis, un podcast, c'est comme une émission. Ouais. C'est diffusé sur des plateformes de téléchargement, YouTube, Spotify, en audio, en visuel. OK, ouais. Puis je savais qu'il était bon parce que lui, il travaille aussi dans l'entertainment. Il fait du DJ. Il a été DJ pendant il a été DJ connu, là. Ouais. Il est vraiment cool. Il y a eu des bars sans alcool qui s'appelaient l'Anonyme. En tout cas, je le salue. Puis Jean-Claude. Fait que, ouais, on a lancé ça de même. Puis après ça, on a enregistré le premier épisode qui était avec Étienne Boulay, qui était une perle. C'était sur la rechute. C'est très bon, en effet. Ouais, très bon épisode. Puis on a eu des gens comme France Castel, Sylvain Marcel, Danny Saint-Pierre, Eve Salvaille. Et il y a plein de nouveaux balados qui s'en viennent avec des gens assez solides. Fait que j'ai très hâte d'annoncer ça. Fait que, je t'avais fait l'invitation en privé, je t'ai fait l'invitation sur le site web, mais j'aimerais vraiment faire une émission, tout le monde a toujours raison, avec les 3 animateurs, puis vraiment... Là, tu vas avoir trop de monde ici. Là. On a une salle plus grande. on va s'organiser, je te le promets. Puis, mais gratter un petit peu, parce qu'il y a des angles à la dépendance que... on ne voit pas, puis il y a plein de choses que j'aimerais développer là-dessus. Puis j'aimerais vous avoir les 3 parce que je trouve que d'avoir les 3, ça va amener vraiment un impact. Et puis tu sais, tomber, c'est humain, puis se relever, c'est divin, puis ces histoires-là, les gens adorent. Même des gens d'affaires qui ont fait faillite, puis sont repartis, puis ont construit des empires. C'est ça que les gens aiment. Fait que je pense que le balado sur la dépendance, là, c'est pas juste pour des gens qui souffrent de dépendance. C'est bon pour n'importe qui est déjà tombé et qui a envie de se relever. Puis pas juste ça. C'est aussi, tu as raison, c'est bon pour ça, mais il y a aussi une perspective de, OK, moi, je suis de l'extérieur de cette situation-là. Comment je fais pour comprendre?
Comment je fais pour m'impliquer? Comment je fais pour aider? Tu sais, il y a ça aussi, il y a tout l'aspect de dire, OK, moi, ou puis il y a peut-être des gens qui vont se découvrir dépendants de certaines choses sans même savoir qu'ils l'étaient. Tu sais, ils vont peut-être se reconnaître dans des choses. Dans la dernière année, là, on a été invité chez Desjardins, on a fait une conférence Grain d'espoir pour les employés de Desjardins. Ils ont 57 000 employés. Ouais. Puis on parlait du sujet de la dépendance. Puis là, il y avait des gens en présentiel au complexe Desjardins, puis ils faisaient ça en radiodiffusion partout sur leur portail. Ouais. Puis il y a des gens qui ont levé la main en disant « Hey, je pense que je me suis reconnu. » Ben oui. Parce qu'on disait, tu sais, l'alcoolisme, ça a plusieurs visages, là. Ben oui. Peut-être toi, tu bois une bouteille de vin par jour puis tu as perdu le contrôle. Tu n'es pas capable de vivre sans ta bouteille. Les gens, souvent, avaient l'idée d'un alcoolique, tu sais, le mononcle alcoolique ou l'ivrogne. Non, être alcoolique et être sous, c'est deux choses bien différentes. C'est ça, exactement. T'allais dire quelque chose par rapport à ça? J'ai perdu mon idée, mais j'allais dire quelque chose. Mais ça ne devait pas être ici. Je parle trop. C'est l'alcool. C'est Ça décousu. fait ça, je perds des bouts. Non, Non, je sais, mais c'est ma faute. Moi, je Non, parle non, beaucoup, ben non, puis c'est correct. je passe sur un sujet puis sur un autre. Non, mais c'est ce qu'on veut. Puis ici, c'est ça. Le principe de ça, c'est on discute de Non, tout ça ça. a juste à valoir de toute façon pour y donner raison. Eh boy. Ah oui, c'est vrai ce que j'allais dire, c'est. Je t'ai tu le vois? podcast. Vous parlez aussi du fait que le principe défaire un peu le mythe que sortir de la dépendance, c'est pas juste une question de volonté. Puis ça va te donner des outils aussi à un entourage de le comprendre. Tu sais, parce que on tellement. a souvent ça de dire ah ouais, Oui. t'es capable. Si t'as arrêté pendant un mois puis tu te pètes la face au party de Noël, c'est parce que t'as pas été assez fort. T'as pas été assez bon. Mais le fait étant que c'est pas Mais comme ça que ça il fonctionne. y avait des tabous par rapport à la dépendance parce que les gens, là, quand tu dis, bon, ben j'ai un cancer, j'ai le diabète, il y a comme une sympathie. Ouais. Puis la part du temps, les gens ils disent, tu sais, as un problème d'alcool, ils vont dire, mais c'est ta faute, c'est toi qui as choisi de consommer. Ouais. J'ai un problème de drogue, oui, mais c'est toi qui choisis. Tu sais, Mais il y a tu sais- moins de sympathie. Mais à la fin de la journée, c'est une maladie. Tu sais, moi, je suis le meilleur exemple de ça. Quand j'ai eu l'intervention familiale, puis là, je vous partage quelque chose de très personnel. Là. Moi, là, j'étais vraiment honnête. Là. J'ai dit, je vous promets, c'est fini. Je toucherai plus jamais à ça. Puis là, mon père avait dit, tu sais, si on prend un petit verre une fois de temps en temps en famille, c'est correct. Mais tu sais, j'avais dit, c'est fini la coke. C'est fini. J'étais vraiment honnête. La même journée, je suis retourné consommer. Mais j'étais honnête à ce moment-là. Le moment où tu l'as Mais dit, c'est t'étais tellement honnête. fort. C'est une maladie, guys. Pour vrai, Ah oui, c'est c'est ça ça. l'affaire qu'il faut Ah, réaliser. puis c'est la même chose avec la dépression. C'est quelque chose qu'on ne voit pas non plus. Tu sais, quelqu'un a le bras cassé ou comme tu dis, c'est le cancer. Bon, ben OK. C'est physique, on le voit, tu sais, radio, peu importe. Là, quand ça se passe entre les deux oreilles, tu dis, ah, mais là, OK, wake up, là, c'est fini, là, la récréation est finie. C'est comme, faut que tu retournes travailler. Oui, mais mentalement, je suis pas prête. J'ai besoin d'aide. Mais comment Ouais. tu le prouves, ça, que t'es pas... je suis en train d'étirer du temps ou de... Tu sais, puis les gens se sentent impuissants parce qu'ils savent pas quoi faire, tu sais. Mais Mais souvent, ils pensent qu'ils sont seuls à vivre ça. ouais, C'est ça l'affaire la plus folle. Puis nous, on a fait le balado pour dire, non, t'es pas seul. c'est pas ça. Ouais. Puis juste de partager ton expérience, des fois, il y a des gens que ça va allumer des lumières. Puis moi, le plus beau cadeau que j'ai eu dans la dernière année, c'est il y avait un gars qui était allé en thérapie parce qu'il a pété une balloune, là, tu sais, il a fait un, comment on dit, DUI, là, il a conduit sous l'influence de l'alcool. Puis la policière, là, elle lui a envoyé le balado Grain d'espoir. Elle a Wow. dit, t'écouteras ça. Pour moi, ça, c'était la meilleure paye du Wow, monde. mais ça. Quand c'est rendu que dans le milieu, on dit à des gens, hey, regarde ça, peut-être tu vas te reconnaître. Ouais. Comme, Oui, parce que Ça tant m'a que la donné une personne raison d'être. ne reconnaît pas qu'il y a un problème. Mais au niveau de la société aussi, là, Définitivement. on a moi, là, encore... j'aurais jamais pensé que j'étais dépendant. Là. Même quand. Jusqu'à la toute fin, là. Non, tu pensais que c'était un choix. Ouais, j'étais comme, dans le fond, je suis capable. Si je voulais vraiment, je serais capable d'arrêter. Ouais. Mais c'est parce que c'est à cause d'elle, puis c'est à cause de lui, puis c'est à cause, puis c'est à cause. Jusqu'à temps que j'ai été capable d'être honnête envers moi-même, Ouais. Puis- Rock bottom. de frapper le bas fond, Ah ouais. puis de vivre. Moi, j'ai décidé de vivre dans l'abstinence. Ça veut dire que je fais un choix de ne pas boire, rien, zéro. Puis l'affaire la plus facile pour moi, c'est de ne pas prendre le premier verre. C'est ça. C'est la chose la plus facile. Si je prends le premier verre, là, ou je joue à la roulette russe, ça se peut que ça se termine mal. Ça se peut que je sois capable de prendre juste un verre de vin à soir, puis Ouais, mais demain. pourquoi? Mais c'est une question de Le temps avant risque. que je retourne dans un genre de pattern, puis ça, je le sais aujourd'hui. Avant, je ne le savais pas. Avant, je ne le savais pas. Mais tu sais, tu parlais des tabous et tout ça, puis toi, tu parlais des dépressions. Tu sais, dernièrement, là, il n'y a même pas une semaine, là, j'ai vu un article que quelqu'un encore, une personnalité publique, disait « Ah, pour moi, la dépression, c'est une forme de paresse. » Il y a encore du monde qui ne comprennent pas que
y a un bris, il y a quelque chose à Il y a des réparer. débalancements chimiques dans ton cerveau. Puis, tu as beau avoir toute la volonté du monde, lorsque ce débalancement-là est rendu trop important, ça ne peut plus se ramener tout seul. C'est physique, c'est juste pas Tu as apparent. besoin de médication, tu as besoin aller à la cause aussi, parce que là, c'est bien beau de dire, OK, on te bourre de pilules, maintenant, on va te mettre sur le Prozac, ton problème est réglé. C'est Ouais, mais une à béquille, la base, en fait. Là. Ça, c'est à une la béquille. base, Ouais, ma tu peux dépression a créer été une nouvelle causée par dépendance. quelque chose. Puis si je ne vais pas régler ça, on est tellement dans un milieu de... On veut que tout le monde soit ultra performant, tout va ultra vite, puis tout le monde a peur de décevoir, puis qu'est-ce que le monde va penser de moi? Ah, mais ça. Tu sais, Qu'est-ce que le monde va penser de moi? C'est probablement le plus gros fardeau social en ce moment, c'est le jugement. Ouais. C'est de vivre dans le jugement. D'ailleurs, on vit tellement dans le jugement qu'on se permet de juger les autres pour ne pas être jugé. Right? Oui, mais c'est drôle, c'est sur qui on peut taper pour détourner Mais l'attention. imagine, moi, qu'il là, peut je viens Ah avoir. d'une famille italienne. C'est super tabou de parler de n'importe quel sujet, juste d'être vulnérable. Ouais. Juste de montrer ses émotions. Ouais. Déjà, ça, pour moi, c'était un gros changement dans ma vie. De parler des vraies affaires. Tu sais, ça va pas bien. J'ai besoin d'aide. Juste demander de l'aide. Tu sais, pour un homme, là, je trouve que c'est encore bien plus difficile. Oui, parce qu'on n'est pas amené à penser. Moi, j'étais chanceux. J'ai un père qui est un peu comme toi. C'est un père, un industriel, un homme d'affaires qui était très établi, extrêmement respecté à travers le Canada et les États-Unis dans son domaine. Puis tu savais jamais comment il filait, puis il était toujours de bonne humeur. En fait, il était toujours neutre. Mais, contrairement à son propre demeanor, il nous a montré, nous, à ne pas être comme ça. T'sais, il a dû voir à un moment donné, moi je l'ai eu plus tard aussi, là, moi je suis le bébé de la famille, puis on est 4, puis mon père avait 43 ou 44 ans quand il m'a eu. Fait que peut-être qu'il avait acquis cette sagesse-là, mais moi il m'a appris à m'ouvrir, il m'a appris, puis j'en suis en grande partie l'homme que je suis grâce à mon père, là. Mais cette génération d'hommes-là, non, t'as pas le temps de te plaindre, t'as pas le temps d'avoir mal, t'as pas le temps. Tu fais ce que tu as à faire. Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Prendre un moment pour toi. Là, mon père, lui, il voyait ça comme c'est une perte de temps. Là. Ouais, Tu pourrais être en train de travailler à la Oui, place. tu n'as pas le temps, c'est ça. Tu sais, si on peut aller même plus loin, tu sais, beaucoup de monde qui ne peut pas. Tu sais, tantôt, tu parlais du 21 jours, ça coûte 4500, 5000, puis on va en même temps d'avouer. Tu sais, exemple, quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine, de dire j'ai un problème, de se l'avouer, de devoir le dire à son employeur, parce que c'est 10 jours de maladie par année, de dire je disparais 21 jours, il faut t'expliquer le pourquoi. Il faut que tu perds ton salaire pendant une partie de ces journées-là. Tu sais, ça coûte beaucoup plus cher. Tu sais, parce que de l'avouer à ton employeur ça le rend insécure. Il dit qu'est-ce qui va se passer? Ouais. C'est pas livré ma job. On en a parlé de ça sur un balado, puis on avait dit aux employeurs, aujourd'hui, on est dans une situation où on est en pénurie de main-d'œuvre. Fait que, tu sais, l'intérêt de l'employeur, c'est de prendre soin d'eux. Puis je pense qu'un employé puis là, je parle aux employeurs, là, si quelqu'un vient te voir et il te parle de son problème puis il a été honnête, c'est dans ton intérêt et dans ton devoir de l'aider. Puis cet employé-là, il va être bien plus performant après, il va être bien plus loyal. Tu sais, quand il va dire cette personne m'a donné une deuxième chance dans la vie. Dans mon pire moment, on m'a accompagné. Tu sais. Parce que j'ai entendu, j'ai vu des gens là, en thérapie qui parlaient que quand ils l'ont annoncé, ils ont perdu leur job parce qu'ils ne voulaient pas avoir un dépendant dans la compagnie. Aujourd'hui, je pense que ça a évolué. Oui, je pense que ça a beaucoup évolué. Il y a plus de dépendants qu'on pense, de un. Puis de deux, de toute façon, même au-delà du côté humain, si tu fais aller juste à terre avec l'employeur, tu dis s'il est déjà assez bon pour être dans ton équipe maintenant, imagine comment il va être en revenant. T'sais. Il va être encore plus productif, plus d'énergie. Il va être, comme je t'ai dit, en tout cas, je l'ai envoyé l'épisode avec Marie-Pierre à un de mes amis, qui est quasiment un frère, qui a des problèmes. Mais en fait, lui-même, il est dans l'étape où il se le dit que c'est le cas, mais que c'est pas grave parce qu'il fonctionne. Il est fonctionnel. Il est fonctionnel, mais j'ai un de mes amis que j'ai vu vu là, dans une épicerie dernièrement, parce que j'ai déménagé, j'ai revu un ami d'enfance avec qui on a dérapé solide. Puis il me disait « Hey, félicitations, on se parle plus vraiment. » Il m'a dit « Félicitations, j'ai vu les balados. » Puis il dit « Mais moi, je suis pas rendu là. Moi, je suis fonctionnel. J'ai encore ma job, j'ai ma blonde. » J'ai dit « Ouais, puis je bois tous les jours. Mais c'est pas un problème parce que je suis fonctionnel. » Fait que, il y a encore cette incompréhension d'être fonctionnel. Ça ne veut pas dire que tu as besoin de te rendre au point où est-ce que tu es justement dans le fond du baril pour demander de l'aide. Non. Puis il y a bien du monde qui ont de la misère à se l'admettre que c'est un problème. Puis je le juge pas du tout. Peut-être un jour, il va être prêt. Ouais. Mais la part des gens, ils se disent « Ouais, mais tu sais, moi, j'ai entendu, même style de discours, je suis pas prêt encore à faire face à mon problème. Ça, j'ai entendu ça.
J'ai quelqu'un, moi, qui m'avait dit en fait, on parlait de toi. Puis je dis, en tout cas, ce gars-là, il m'énerve. Non, c'est pas vrai. Fait que j'ai dit, tu sais, on parlait de toi, on parlait de grain d'espoir, puis on parlait de plein de choses. Puis lui, cet ami-là, que j'ai arrêté de lui parler pendant plusieurs années parce que c'était rendu qu'il sautait des coches. Fait qu'il appelait à 3 heures du matin sous, puis il me partait des conversations là, où est-ce qu'il m'envoyait promener, il me disait que je te le payais de taux de pète du monde. Puis j'ai comme déconnecté. Puis là, à un moment donné, sa mère m'a appelé dernièrement, puis elle dit « Hey, Ghislain, blablabla. » Puis je dis « non, je parle plus à ton fils, ça fait déjà 2-3 ans. Là. Je l'ai comme barré. Là. J'ai rien contre lui, mais je dis « je veux plus me faire harceler. » Puis il m'a appelé pour s'excuser. Puis il dit « oui, je dépassais, j'allais trop loin, tout ça. » J'ai dit « mais tu sais, j'ai un ami qui a passé à travers des moments difficiles dans sa vie, puis il s'est retrouvé là-dedans. Tu devrais peut-être faire ça. Peut-être que tu devrais aller chercher de l'aide, vu que tu es conscient de ton problème. » Puis il m'aurait dit « ah ouais, mais moi, je ne suis pas prête encore à faire face à mon problème. C'est quelque chose. Hein. Écoute, tu as des gens qui rentrent, là, ils sont en début vingtaine. Tu as des gens qui sont en fin soixantaine. Il y a des, c'est dommage parce que les gens que je vois arriver à 60, ils se disent « j'aurais aimé ça avoir compris bien plus tôt dans ma vie. Je me serais sauvé comme un méchant tour de carrosse, puis j'aurais peut-être pu passer une meilleure vie. » Mais moi, je ne suis pas dans le jugement. Puis n'importe qui a besoin d'aide, il y a des ressources. Il y a de l'aide. Puis je suis tellement dans la gratitude aujourd'hui de pouvoir vivre dans ce mode de vie-là. Moi, je continue à faire des réunions. J'en ai fait 2 la semaine passée. Je fais le balado. Puis les gens, ils me disent « ouais, mais là, tu sais, ça va bien. Là. Pourquoi tu as besoin de continuer de... » Ils disent tout ça pour vrai, le monde? Oui. Ah ouais? Tu sais, comme tu sais, as-tu vraiment besoin d'aller encore à des réunions? Puis là, je parle de réunions AA, CA, Cocaïnomane Anonyme. Puis eux autres, ils n'aiment pas ça être nommés, là, mais... Tu sais, moi, je continue à y aller parce que j'aime ça. Puis je me dis, calisse, quand moi j'allais mal puis je suis allé, là, il y avait des gens qui allaient bien. Ouais, c'est ça. Si tout le monde aussi, tu sais, de voir des gens qui ont réussi à passer au travers puis qui peuvent accompagner. Absolument. Ça prend les deux, right? C'est vrai dans tout, hein? Right? Dans l'entrepreneuriat, on a des masterminds, on fait la même affaire. Là. C'est ça. C'est la même chose, c'est des supports, des le parallèle numéro 1, tu sais, c'est quoi, Ghislain? C'est en affaires, si tu veux gagner, là, colle-toi sur des gens qui réussissent. Ben, c'est la même chose. En rétablissement, c'était la même chose. Moi, je me suis collé sur des gens qui ont choisi de ne plus consommer. Tu sais, il y a un dicton, il y a une phrase dans les NA, Narcotiques Anonymes, qui dit « mes nouveaux amis qui ne consomment pas, tu sais, qui ont choisi ce nouveau mode de vie. Ouais. Ça, c'est mes nouveaux amis. » Ben, j'en ai parlé tantôt avec Ray de Yellow Seats. Il y a des gens que, dans mon entourage proche, là, des frères, que j'ai comme... arrêter de parler. Puis c'était pas parce que c'était pas des bonnes personnes. C'est juste que... ça te ramenait dans des patterns que tu ne peux plus vivre. Là, donc, à un moment donné... Il faut que tu te choisisses. Puis j'ai fait ce choix-là. Puis à un moment donné, j'ai eu un message de cette personne-là. Pour dire, hey, j'ai vu ce que tu as fait. Tu sais, ils ont entendu parler du balado avec Marie-Pierre. Hey, je suis vraiment fier. On devrait se revoir. On devrait aller prendre un café. Ouais. On devrait se parler. Puis je sais pas si moi, j'étais encore rendu là. Puis c'était rien contre la personne, c'est juste moi, j'étais comme... Peut-être on n'a plus les mêmes points en commun. Peut-être on est rendu à des places différentes. À un moment donné, il faut que tu réalises, là, comme... Moi, là, j'ai beaucoup de temps à donner, mais j'ai pas beaucoup de temps à perdre. Fait que je choisis les gens avec qui je veux m'entourer aujourd'hui. Puis j'aime ça m'entourer de gens qui réussissent encore mieux que moi. Puis des gens qui peuvent m'inspirer. Des gens qui peuvent m'apprendre des choses, qui peuvent me montrer des affaires. J'ai essayé d'éliminer les gens qui sont pessimistes, négatifs. Parce que c'est un choix que j'ai fait. Ouais. Mais si toi, tu as un problème, par contre, et que tu as besoin d'aide, je vais être là. Ouais. Mais je ne peux pas prendre cette charge-là tout le temps sur mes épaules. Ouais. Puis même dans le rétablissement, il y a des gens que j'essayais d'aider, puis il y a des gens qui ne veulent juste pas s'aider. Tu sais, tu peux amener le cheval à l'abreuvoir, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Fait qu'à un moment donné, je me suis comme détaché. J'ai juste décidé d'arrêter d'avoir raison, puis juste être heureux. Ouais. Il y a des victimes éternelles aussi, là, les gens qui prétendent vouloir s'aider, mais qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est s'accoter sur toi le temps qui débarque. Mais on va... c'est sûr qu'on refait un podcast juste concentré sur la dépendance. OK, c'est accepté. Oui, c'est sûr. J'accepte l'invitation. Je ne peux pas parler pour mes co-animateurs. Non, mais l'invitation, c'est à vous 3, puis moi, je vais les écœurer jusqu'à temps qu'ils disent oui. Ça, c'est une autre affaire. Hein? Il y a des gens qui me contactent. Est-ce que tu peux demander à Marie-Pierre si elle voudrait participer à telle affaire? Puis des fois, je suis comme... C'est pas son agent. Des fois, je suis moins tolérant, puis je leur dis, tu sais, je suis pas son agent. Genre, si tu veux la contacter, essaie de la contacter à travers ou l'envoyer un message direct sur Instagram. Mais en fait, moi, je suis d'accord avec toi, mais moi, mon invitation, c'est pas à Marie-Pierre Morin.
Tu comprends? Non, Mon non, mais invitation, c'est un correct. grain Je d'espoir. fais juste dire comme j'ai des situations de même dernièrement, Ah ouais. puis c'est comme, Ah oui, c'est ça. Je ne suis pas son agent. Je tu sais, suis 100% à un moment d'accord donné, je peux avec pas gérer toi. aussi son agenda, puis je sais pas s'il est disponible cette journée-là pour venir. Exactement. Mais Mais ça, moi, ça serait un plaisir de revenir parler d'un sujet que j'aime pas mal. parfait. Puis on va le faire. Fait que, mais on va revenir donc à l'entrepreneur, le gars multiprojet. Tu sais, tu as parlé tu avais Mr. Puff, tu as parlé de la restauration, tu as parlé de ton beau-frère avec Fraîchement bon, c'est des épiceries de fraîchement quartier. bon. Exactement. Fait que, c'est quoi les projets en ce moment qui sont en cours, qui ne sont pas finalement les souliers Rubino? Est-ce que avez-vous toujours des Mr. Puffs? Êtes-vous toujours impliqué dans ce type d'entreprise-là? Ah oui, alors on a une division hospitalité, on a des restaurants Mr. Puffs. Je suis impliqué dans quelques affaires. Il y a des nouveaux projets qui s'en viennent dans lesquels ça se peut qu'on investisse. Puis des fois, ça peut être lié aussi avec le projet du balado Oui, OK. ou pas. Mais on a investi dans différentes affaires. Après ça, le core, c'est toujours chaussures Rubino, c'est toujours Ouais, la je business de comprends. chaussures. Le reste, mais- c'est comme pour. On en avait parlé, je pense que quand tu achètes un building, ben c'est le fun qu'un des commerces, c'est le tien. Ouais. Right? On continue de faire des investissements immobiliers, voir un développement, exemple, plus résidentiel. Absolument, on était plus dans le commercial. On a acheté aussi beaucoup d'immeubles dans des zones urbaines à Montréal, Ouais. Villeray, le plateau. Fait qu'on continue de faire des investissements, mais à la base, tu sais, j'essaie de me concentrer. J'ai essayé d'être moins éparpillé cette année. Je trouve que ça, c'était une de mes résolutions. J'ai essayé de faire beaucoup d'affaires. Étant un visionnaire, là, moi, je me lance dans plein d'affaires, Ouais. mais je me tanne vite aussi. Je comprends pas. Non. Mais On est tu pas sais, mal tous comme ça. le hamster, il va vite. Puis là, à un moment donné, quand le projet, il roule, là, je perds l'intérêt, puis là, j'ai envie de Ouais, tu faire vas aller d'autres à choses. l'autre. Tu vas aller à d'autres choses. Tu Mais sais, j'essaie de me resserrer un petit peu dans... Faut que je me retienne un petit peu. Puis là, tu sais, je suis papa de 2 enfants. ouais. Ça aussi, c'est ma priorité, man. J'ai pas envie de passer à côté Tu as l'air de d'en ça. profiter de ce temps-ci, d'ailleurs. Là. tellement. Ouais. Tu sais, ma blonde, là, elle m'a fait réaliser... Tu n'auras pas, exemple, 35 ans toute ta vie, puis tes enfants, ils n'auront pas 1 an, 2 ans, 3 ans. Enjoy, puis j'ai commencé à profiter. J'ai voyagé pas mal, moi, durant la pandémie. J'ai essayé de profiter aussi de la vie. Ouais. Puis il n'y a pas juste... Puis tu as une belle âge pour le faire aussi. Tes enfants sont dans une belle âge merci. pour le faire. Je suis en forme aussi, je m'entraîne, je prends soin de moi. J'ai envie d'être là longtemps puis d'être en forme pour ma famille. Puis c'est ça, moi, c'est ça les projets que j'ai envie de faire. Après, ça se peut qu'on ait des annonces pour le balado. OK. J'aimerais ça faire d'autres choses, à faire différentes. Mais ça, c'est vraiment des projets de cœur, des choses qui me passionnent. Je sais pas si c'est des Mais business. fraîchement bon. Donc, le projet de ton beau-frère, ta sœur et vous autres, vous êtes impliqués. Tu sais, on peut dire que ça aussi, c'est un projet de cœur. Là. Au niveau urbain, c'est un projet de cœur. là. Tu sais, je veux Merci. dire, Ben ouais, il n'y a pas tout le monde qui partage cette opinion. oui, on a Mais, vu ça, là, mais bon. Mais non, tu sais, en bout de ligne, je réalise que tu peux jamais satisfaire tout le monde. Puis il y a toujours des gens qui vont vouloir critiquer. Puis nous, on a fait des acquisitions sur la rue Jarry. Et dans une de ces immeubles-là, on a mis une fruiterie de quartier. Puis dans l'autre immeuble qu'on avait acheté, il y avait 3 locataires, dont un des locataires, c'est une fruiterie de quartier qui est là depuis 40 ans. Ouais. Puis cette fruiterie-là, bon, ben, il n'y avait même pas de bail signé. Les gens qui avaient la bâtisse, ils ne l'entretenaient pas, étaient comme abandonnés. OK. Fait que nous, il y a de l'argent à mettre là-dedans, il faut restructurer. Fait qu'on a envoyé des avis pour dire, bon, mais on te laisse 1 an. Dans 1 an, il va falloir se rasseoir pour renégocier un bail. Puis il va falloir que tu payes la juste valeur. Tu vois où est-ce que tu es parce que nous, il faut mettre de l'argent dedans. Ouais, c'est ça. Puis le débat est parti de là, tu étais impliqué dans une fruiterie. Puis là, tu as acheté un immeuble qui a une autre fruiterie, c'est déloyal. Ouais. Fait que tu sais, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que les gens ils s'attendent, mais en bout de ligne, nous, on a bons espoirs de s'entendre avec cette épicerie-là. Puis je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Tu sais, Mais- on n'a jamais mais- eu peur non plus de la compétition. Fait que c'est pas l'objectif d'acheter la compétition ou de fermer qui que ce soit. Je pense que ça crée une synergie. Tu sais, nous, on a ouvert, exemple, un magasin de chaussures sur la rue Mont-Royal et Papineau. Puis il y avait 2 autres magasins de chaussures à côté de nous. Puis il y avait un magasin qui est là depuis 100 ans. Puis je pense que le fait qu'on a ouvert là-bas, ça les a aidés parce que ça l'a amené comme du trafic, right? Ouais. Vous vendez Fait que- pas le même produit. Fait que, tu sais, donc, C'est pas le même style, mais. tu sais, c'est complémentaire. C'est comme les Exact. concessionnaires qui vont tous se mettre un à côté de l'autre. Tu deviens une destination. Quelqu'un veut magasiner des souliers, il va dire je m'en vais sur ce coin de rue-là, je fais 3 magasins en même temps. Tu sais. Sinon, il va aller dans le centre d'achat. Tu sais, Ah ouais, c'est ça ma vision, mais... quand le négatif est arrivé, là, en fait, c'est 2-3 personnes
qui ont fait des commentaires. Ouais, ben, c'est allé un peu plus loin que ça. Puis après, il y a eu des articles, puis il y a eu un député de QS qui a pris position. Puis tu sais, c'est pas pour critiquer ces partis-là, mais à un moment donné, il faut voir l'envers de la médaille aussi. Il faut être capable de discuter aux deux, puis ils n'ont jamais voulu discuter avec nous. Mais ils représentaient bien. Puis nous, on a été traités comme étant une multinationale qui vient ici pour gentrifier puis mettre tout le monde dehors, mais on est nous aussi une entreprise familiale d'ici. On est des petits gens, des petits gars d'ici. On a toujours travaillé fort. Tu sais ça, je viens à Saint-Henri, là, puis à un moment donné, il y avait des boutiques haut de gamme qui ouvraient. Puis là, on parlait de gentrification. C'est des gars qui viennent de ce quartier-là, sont nés là. C'est quoi? Il est supposé partir sa business sur le plateau parce que dans Saint-Henri, on ne peut pas accueillir de boutiques haut de gamme. Je veux dire, on a plein de pawn shops. On peut-tu avoir quelque chose qui va attirer des gens qui vont dépenser de l'argent dans le quartier, qui vont aussi aller manger dans les restaurants à côté? Puis, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. Puis, juste pour que tu saches, on était déjà à Villeray. On avait déjà une épicerie à Villeray sur la rue Villeray puis de Relais qui fonctionne à merveille. Fait que c'est pas comme si on venait d'arriver dans le quartier. Tu débarquais de nulle part. Là, non, c'est ça. Fait que c'est vraiment drôle, mais tu sais, c'est comme je reviens à dire, tu sais, je pense que tu peux pas rendre tout le monde heureux dans la vie, puis il faut que tu continues à garder ta mission, puis garder la tête haute. On n'a jamais volé personne. Tout ce qu'on a fait, on a travaillé fort. Puis moi, je continue sur la même veine. C'est sûr que les gens qui m'envoyaient des messages puis des menaces, moi, je répondais. Tu sais, j'avais pas peur de faire face à la musique parce que j'ai rien à cacher. Ouais. C'est pour ça que je suis pas resté silencieux, puis j'ai pas essayé d'étouffer ça. Puis je continue. C'est pas une question d'étouffer, mais je vais juste intervenir une seconde parce qu'on a eu une conversation dans un autre podcast que vous allez voir, que vous avez vu sûrement, parce que c'est avec Sophie Montmini, où est-ce qu'on parle justement, où est-ce que l'attention est souvent sur le négatif. Si tu as 2 millions de personnes, exactement ça qu'on a dit en fait, là, si tu as 2 millions de personnes qui t'adorent, puis tu en as 20 000 qui t'aiment pas, toute l'attention des médias et du monde va être sur les 20 000 qui t'aiment pas, même si tu as une vaste majorité des gens qui t'aiment. Et je pense que dans un scénario, puis on vit dans cette réalité-là en ce moment, puis tu disais, bon, les représentants politiques qui ont décidé de prendre position, bien, cette personne-là ou ce représentant politique-là, il est allé avec la voix la plus forte, puis c'est un parti aussi qui représente souvent une minorité qui jappe fort, right? Fait que c'est un petit peu le principe, mais la réalité, c'est que ce que ça peut faire aussi, c'est que les gens disent « Ah, il y a une nouvelle épicerie là? Pourquoi ils chialent là-dessus? OK, je vais aller voir. » Ah, puis là, ils s'en vont là frustrés, puis ils rentrent dans la place, comme « Ah, c'est vraiment cute ici. Ah, le service est excellent. Ah, les fruits sont frais, puis ils sont contents. » C'est souvent ça. C'est plate, mais c'est une réalité que des fois, si on est capable, c'est ce que tu as fait aussi, c'est ce que vous avez fait, vous avez ramené de dire, hey, on n'est pas là pour gentrifier quoi que ce soit, on est de Montréal, on est une famille qui travaille fort, c'est pas cool ce que vous faites. Puis les gens se sont mis en arrière de vous autres. En fait, ce qui est arrivé, c'est pire que ça, c'est que quand ils ont commencé à sortir l'histoire, à créer des groupes et tout ça, les gens de l'épicerie en question, là, qu'on voulait comme sauver, les propriétaires, ils ont dit, non, nous, on veut pas s'impliquer là-dedans, puis ils n'ont pas voulu commenter l'affaire parce qu'ils ont dit, on est encore en discussion avec les propriétaires. Puis les propriétaires, c'est vous. Fait qu'ils ont dit pourquoi on prendrait position. Ouais, c'est ça. Ben oui. Fait qu'ils ont dit pourquoi comme ils n'étaient pas en guerre. Fait que là, il y a des gens dans ce groupe-là qui parlaient fort, qui ont dit ouh, on va mettre les breaks parce que là, on est en train de leur causer du tort aux gens qu'on est supposément être en train de sauver. Mais je pense que c'était juste essayer de trouver un nouveau cheval de bataille. Exactement. Juste essayer de trouver une cause. Mais c'était pas la bonne cause, tu sais. C'est pourquoi les gens n'essaient pas de regarder plus d'autres affaires. Tu sais, je sais pas moi, Amazon, ils livrent des centaines de milliers de colis dans Villeray. Ils ne payent pas de taxes d'affaires, ils ne payent pas rien, là. Pourquoi il n'y a personne qui dit hey, pourquoi il n'y a pas une taxe pour. Non, on va regarder les petits parce que les gros sont même trop gros pour toucher. On en parlait de ça, du coût écologique d'Amazon et son programme Prime. Tu fais une commande. Juste les boîtes de carton qui se retrouvent dans le recyclage d'Amazon. Non, mais juste pour dire, mais tu vas faire chier le gars qui a ouvert une épicerie qui a investi des millions de dollars pour ouvrir une épicerie de quartier, localement, qui a créé 30 emplois, c'est une famille d'ici, qui paye les taxes ici, qui paye les taxes d'affaires, tout. Là. Tu vas faire chier eux, mais les autres, tu sais, c'est de l'hypocrisie. Exact. Ces gens-là sont hypocrites parce qu'ils commandent sur Amazon. Oui, ils commandent, puis là, leur commande de 8 items, elle se fait livrer en 8 commandes différentes avec 8 trucks différents. Oui. C'est toujours de next day, tu sais. Puis tu te dis, c'était-tu nécessaire? À part les camions d'Amazon qui se promènent dans le quartier, puis ils sont plaqués en Alberta. Fait qu'ils ne payent même pas d'immatriculation au Québec. Mais ça, c'est pas vraiment. Ça, c'est pas grave. Fait que, tu sais, je trouve ça bien drôle. Fait que, tu sais, parce que ça j'aimerais ça que Andrés Foncia, il réponde à notre appel parce qu'on l'a appelé, on voulait avoir une conversation avec lui. Lui, c'est le député de Québec solidaire, élu dans Villeray.
je pense, sont 2 ou 3 députés. Puis lui, il est élu Puis on aurait aimé ça lui parler. On lui a envoyé des messages, on l'a appelé, on l'a essayé. Puis il ne nous a jamais rappelé. Fait que ça démontre que, il parle de démocratie, puis il parle de. Mais je l'invite. Tu sais quoi? Un endroit viendra neutre. Jamais ici. Oui. Endroit neutre, si vous voulez parler avec nous autres. On a un bel endroit neutre ici, avec les Rubino, avec l'épicerie, puis vous-même, puis venez prendre position. Et puis il y a des gens qui ont partagé le podcast que j'ai fait avec mon frère Ouais. sur les réseaux sociaux, puis je les remercie. Parce que vous avez amené plein de nouveaux visionnements sur nos balados. Puis, Ben oui, merci. nous, on n'a pas peur parce que, en fait, on n'a rien à cacher. Je suis un livre ouvert. Je vous partage ma vie privée, je vous dis les choses que j'ai vécues. Puis, quand tu n'as rien à cacher et tu n'as rien à te reprocher, ben, tu peux marcher la tête haute. Puis c'est ça qu'on va continuer à faire. C'est ça qu'il faut. En tout cas, l'invitation est lancée aux représentants de QS. Puis moi, je vais être le modérateur, puis je vais être neutre et objectif. Venez-vous-en. C'est officiellement lancé. Angelo, je te remercie énormément. Le temps est déjà écoulé. Toujours un réel plaisir. Puis là, maintenant, c'est fait. Tu vas être invité au moins une autre fois, minimum. Vous êtes sûr? Ça va être encore décousu pour une autre fois. On n'a pas été décousu du tout. Ça a été super fluide, puis on apprécie vraiment beaucoup. Merci, les gars. Allez le voir, sérieusement. Là, ça fait plusieurs fois. Jean-Pierre l'a mentionné, le Christian l'a dit, je le mentionne. Il est super le fun à suivre. Puis comme il l'a dit, c'est un livre ouvert. Les souliers Rubino, moi, je peux vous le dire, là, personnellement, c'est pas un endossement publicitaire. Tu n'as pas été payé pour ça. Non, c'est pas mes sponsors, mais le service est extraordinaire, sérieusement. Fait que, merci. Bravo. Puis allez mettre un petit... allez voir ça fraîchement bon, puis allez faire la critique vous-même de l'endroit puis du service qui vous est offert sur place. Puis make your own mind up. Fait que, à tout le monde, je vous en souhaite une excellente. Merci. Bonne année à toi, mon ami.